pendant la séance est tout aussi important à l'extérieur de la séance, une fois que les séances sont suspendues, puissent se passer dans les bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions de débat et de respect mutuel et d'abord physique. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Mais voyez-vous, Monsieur Fesneau, plutôt que d'essayer de ramener le calme, ce que j'essaye personnellement de faire, plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage sur le blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Cette question, jusqu'où Michel Barnier est-il prêt à aller pour éviter une motion de censure? Le Premier ministre a dû revoir ses positions face à la menace du Rassemblement national. Il a notamment renoncé à augmenter les taxes sur l'électricité, une mesure qui était pourtant prévue dans le projet de budget 2025. On voit tout ça dans le détail avec Maxime Lavandier. C'est une série de concessions en direction de Marine Le Pen pour tenter d'échapper à la censure. Michel Barnier a annoncé qu'il renonçait à l'augmentation de la taxe de l'électricité, une des lignes rouges du Rassemblement national. J'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité dans le projet de loi de finances 2025, ce qui permettra une baisse des prix de l'électricité de 14%, qui ira bien au-delà de la baisse de 9% prévue initialement. Le Premier ministre a également répondu à une autre ligne rouge du parti, la fin des exonérations des charges patronales sur les bas salaires. Le chef du gouvernement accède également en partie à la demande du Rassemblement national de réduire l'aide médicale d'État que le parti souhaite muer en aide médicale d'urgence. Nous n'allons pas la supprimer, mais le panier de soins pris en charge va être sensiblement diminué. Nous allons engager dès l'an prochain une réforme de l'AME pour éviter les abus et les détournements. Dernier point, l'immigration, où le Premier ministre a dévoilé quelques mesures de la future loi. Il y aura des mesures nationales. Nous proposerons notamment au Parlement de rétablir le délit de séjour irrégulier et de prolonger la durée de rétention des profils étrangers dangereux. Des efforts consentis, mais pas à n'importe quel prix pour Michel Barnier, qui a surtout faire pour tenir ses engagements de réduire le déficit public à 5%. Des annonces jugées insuffisantes par Marine Le Pen qui maintient sa menace de censure. Chez nos confrères du Monde, vous le voyez à l'antenne, elle affirmait que Michel Barnier avait jusqu'à lundi pour répondre aux lignes rouges du Rassemblement national sur donc les textes budgétaires. Michel Barnier tend donc la main à Marine Le Pen pour éviter bien sûr cette motion de censure. Écoutez ce jeudi la réaction à l'Assemblée nationale de Jérôme Guedj et d'Arthur Delaporte du Parti socialiste. Il dénonce l'attitude du Premier ministre et parle d'une forme de chantage de la part du Rassemblement national. Le refus du compromis, il est du côté de Michel Barnier. C'est très décevant par rapport à l'homme du Brexit qui nous avait dit « je suis capable de négocier et mon budget est perfectible » et que la conséquence annoncée et affreusement prévisible, c'est qu'il dégainera un 49-3, qu'il y aura une motion de censure et qu'il y aura une crise institutionnelle et politique, mais il en porte lui-même la responsabilité. J'ai l'impression que le Premier ministre est plus enclin à céder à ce qui s'apparente être une demande du Rassemblement national, parce que c'est sur le volcan du Rassemblement national qu'il est en train de danser aujourd'hui. Et ceux qui le font chanter, c'est le RN, parce que nous, on a été reçus hier à Matignon, les socialistes. On avait des demandes aussi, par exemple, sur le non déremboursement de certains médicaments. Et le Premier ministre nous a simplement répondu, écoutez, je ne peux rien faire parce que les macronistes refusent tout ce qui vient de la gauche. Donc il y a d'un côté un dogmatisme vis-à-vis de ce qui vient de la gauche, qui pourrait pourtant soutenir le pouvoir d'achat. Par contre, il y a une ouverture vers ce qui vient du Rassemblement national et je trouve que c'est un peu malheureux qu'on en soit là. Et toujours du côté du Parti socialiste, regardez ce qu'a écrit Olivier Faure sur son compte X. Le Premier ministre tourne définitivement le dos au Front républicain. C'est comme le lui demandait hier soir Gérald Darmanin. Vers l'extrême droite qu'il se tourne pour éviter la censure. Et c'est sur la restriction de l'aide médicale d'État, pilier de notre politique humanitaire et sanitaire, que va se sceller cette alliance de la honte. Et puis de son côté, Jean-Luc Mélenchon voit Michel Barnier tomber dans moins d'une semaine. Le chef des Insoumis a notamment évoqué la réforme des retraites voulue par le gouvernement.
Et maintenant, nous voici au pied du mur. Pourquoi font-ils tout ça? Dans 6 jours, le gouvernement sera tombé. Eh bien, le dernier acte de ce gouvernement, ça aura été de faire durer une mesure inacceptable qui consiste à faire travailler les gens 2 ans de plus. Voilà à quoi ils sont bons, et seulement à cela. La dernière mesure du gouvernement de M. Barnier aura été de faire souffrir les gens, encore une fois. Dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Et il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut revenir aux urnes, comme on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Quand il y a un blocage institutionnel, ce sont les électeurs qui décident comment on débloque. Et dans ce contexte, on en vient à cette question. Pensez-vous que le renversement du gouvernement actuel serait plutôt une bonne chose pour le pays? Eh bien, la réponse est oui pour plus de 5 Français sur 10. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour nos confrères du Figaro. Vous le voyez à l'antenne, les Français sont très partagés. 52% des personnes interrogées pensent que c'est plutôt une bonne chose et 47% pensent que c'est plutôt une mauvaise chose. Autre grand titre de l'actualité cette nuit, l'homme accusé d'avoir tué Antoine Aleno a été condamné à 7 ans de prison ce jeudi. Les faits remontent donc au 8 mai 2022. Le chauffard de 27 ans était ivre au volant quand il a percuté le scooter du fils du célèbre chef Yannick Aleno. On va retrouver au Palais de justice de Paris pour CNews les précisions de Célia Barotte. Francky D, 27 ans, a été reconnu coupable des 5 infractions pour lesquelles il a été jugé, notamment pour homicide involontaire aggravé par 2 circonstances. Il encourait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement prévu par la loi. 8 ans avaient été requis par le parquet. Finalement, il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement avec un mandat de dépôt à effet différé et à une exécution provisoire. À cela s'ajoute une interdiction de conduire et de repasser son permis de conduire pendant 5 ans. Pour expliquer cette condamnation, le tribunal a évoqué la gravité des faits, l'accumulation des agissements infractionnels de cet homme, son choix de fuir en toute conscience, ses antécédents judiciaires et sa réflexion peu élaborée sur les faits. Cela signifie donc qu'il n'ira pas tout de suite en prison, mais qu'il sera convoqué dans quelques jours par la juridiction compétente de son lieu d'habitation. C'est le procureur de Pontoise qui va définir la date et le lieu de sa détention. Ce mandat de dépôt à effet différé a été motivé par le fait que Francky D a respecté son contrôle judiciaire et au regard de sa situation familiale. Enfin, les 2 autres prévenus jugés dans ce dossier pour vol en réunion ont été relaxés au bénéfice du doute. On en vient à cette agression ultra-violente. Ça s'est passé à Valence dans la Drôme. Une collégienne de 14 ans a été passée à tabac alors qu'elle quittait son établissement scolaire. Une banque de 5 adolescentes âgées de 14 à 16 ans et pour la plupart déscolarisées, l'ont emmenée dans un lieu isolé pour s'en prendre à elle. Vous voyez ces images à l'antenne. La scène a donc été filmée. Les images sont insoutenables et révoltantes. On va écouter le témoignage du père de la victime. Elle est choquée, elle est marquée physiquement, moralement, psychologiquement. C'est un choc pour elle, vraiment. Rouée de coups par des filles en partie qu'elle connaissait pour une raison qui n'est pas valable, c'est compliqué, beaucoup pour elle, énormément pour elle. Ils l'ont amenée à 2-3 minutes derrière le collège et ils l'ont roué de coups, ils l'ont tapé, mis par terre et donné des coups de poing et des coups de pied. Elle s'est retrouvée en sang et c'est une dame qui s'est relevée. Les filles sont parties évidemment, je vous passe le message. Et c'est une dame qui l'a amenée à la police et les pompiers sont arrivés et directement à l'hôpital. On est très inquiets parce qu'on se dit la police fait très bien son travail aujourd'hui, extrêmement bien. Hier, le policier a très bien fait son travail, il était très psychologue. Mais derrière, il va se passer quoi? On est très inquiet. Je suis inquiet pour mon ex-compagne qui vit là-bas, pour mes enfants, pour ma fille. Ils sont menacés de mort. On fait quoi? Il va se passer quoi? Ils sont mineurs. Nicolas Dararon, qui est ministre délégué chargé de la sécurité au quotidien, était sur CNews ce jeudi et il a pointé du doigt la responsabilité des parents dans ce genre d'agression. Écoutez. Le sujet, c'est qui est responsable, et pour moi c'est très clair, ce sont les parents qui sont responsables de l'autorité sur leurs enfants. Lorsqu'on a des enfants, on assure leur éducation, leur encadrement, on se demande où ils sont, on se demande ce qu'ils font, et si ce sont des mineurs qui ont 15 ans, elles devraient être à l'école. Nous devons réviser l'excuse de minorité.
la baisser, forcément. On doit se conformer aux conventions internationales qui nous contraignent, mais à la fois, on doit être là pour rappeler l'autorité, pour appliquer des sanctions, et on doit cesser de se voiler la face. Les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus délinquants, de plus en plus criminels, des meurtriers. Ils doivent être incarcérés, des mesures doivent être prises. Bruno Retailleau, à juste titre, a même parlé d'encadrement militaire, et je pense qu'il a totalement raison. Au premier délit, il doit y avoir une mise de côté, un encadrement militaire, un rappel des règles pour l'enfant, mais pour la famille aussi, pour les parents. Les confessions choc de l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il avait été écarté de son établissement et menacé de mort parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile islamique dans l'enceinte du lycée. C'est un homme aujourd'hui dont la vie est totalement bouleversée. Toutes les précisions sur cette affaire, Augustin Donadieu. Depuis les faits, l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel vit un véritable enfer. Il ne prend plus le métro et dit ne quasiment plus sortir de chez lui. Au sujet de l'homme qui appelait à le brûler vif sur les réseaux sociaux, qui a été condamné à 600 € d'amende, eh bien, il dit qu'il a l'impression que le tribunal a fait du social au motif que l'accusé venait récemment de trouver un travail, minimisant ainsi la gravité des faits. Y a-t-il eu complicité parmi les professeurs du lycée? Au moment de son départ, l'ancien proviseur a envoyé un mail à ses collègues. Ce mail a fuité et s'est retrouvé dans un journal. Il déclare dans le Figaro: ils n'ont même pas pris la peine de retirer mon nom qui n'était pas encore sorti dans la presse. Un proviseur qui était encore menacé, qui courait un risque. C'est la raison pour laquelle la région a décidé de le placer sous protection avec 4 agents de sécurité. Il raconte qu'en 30 ans de carrière, il a vu les atteintes à la laïcité se multiplier et dégénérer. Il dit qu'au départ, pour un voile ou un camis, eh bien, un simple rendez-vous avec l'élève et ses parents permettait d'éteindre l'incendie. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont comme une caisse de résonance, selon lui, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Il reçoit des menaces des élèves, mais également de leurs parents. Il déclare: avant, les atteintes à la laïcité étaient un problème parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux maux de l'école. Il y a une volonté d'entrisme de certains extrémistes. À l'actualité à l'étranger à présent, et cette menace inquiétante de Vladimir Poutine, le président russe a affirmé qu'il n'exclut